Pendant longtemps, le ciel du Burkina Faso avait été couvert. Non pas par des nuages d'orage, mais par quelque chose de bien plus lourd, bien plus ancien. Une présence qu'on disait amie, mais qui, depuis des années, avait planté ses racines dans les terres du pays des hommes intègres. Des bases, des soldats, des accords, des drapeaux et des silences. Beaucoup de silence. Dans les rues de Ouagadougou, les vieilles mémoires parlaient encore de l'indépendance. 1960, disait-on fièrement. Mais dans les faits, rien n'avait vraiment changé. La monnaie, toujours le franc CFA. Les ressources, toujours pillées. Les décisions, toujours dictées d'ailleurs. Et dans les coulisses du pouvoir, une main invisible écrivait toujours le script du destin burkinabé. Puis un jour, ce fut trop. Les explosions à l'est, les massacres au nord, les villages entiers rayés de la carte pendant que les hélicoptères étrangers survolèrent le ciel, sans jamais tirer. Les enfants mouraient, les femmes fuyaient, et ceux qu'on appelait alliés observaient, parfois même négociaient avec les bourreaux. L'armée burkinabé, elle, n'en pouvait plus. Elle comptait ses morts, elle manquait de munitions, d'appui, de reconnaissance. Mais elle ne manquait pas d'hommes, des hommes de courage, des hommes d'honneur. C'est dans cette tension, ce chaos, que surgit un nom. Un jeune officier, au visage fermé, mais au regard clair. Un nom simple devenu cri de ralliement, Ibrahim Traoré. Il n'avait ni promesse dorée, ni discours fleuri. Il avait autre chose, le silence des soldats morts, et la rage de tout un peuple. Le 30 septembre 2022, en un éclair, il prit les rênes du pays. Un coup d'État ? Non. Un coup d'arrêt, une rupture, une secousse, comme si enfin quelqu'un avait osé dire ce que tout le monde murmurait. Assez. Les premiers jours furent de plein d'espoir. Dans les rues, on dansait, on criait son nom comme celui d'un libérateur. Mais lui, restait calme, concentré. Il n'était pas là pour les applaudissements. Il était là pour une mission, une seule, libérer son pays. Non pas seulement des terroristes, mais de tous ceux qui, de près ou de loin, les alimentaient, les utilisaient, les laissaient tout faire. Et c'est là que tout a commencé. Traoré s'est mis à parler, pas dans les conférences de presse luxueuses, pas devant les caméras occidentales. Non, il parlait aux jeunes, aux soldats, au peuple. Il parlait de dignité, de souveraineté, de courage. Il dénonçait les accords secrets, les bases militaires étrangères, les complicités. Il pointait du doigt ce que d'autres avaient toujours caché, le rôle ambigu de la France dans la crise sécuritaire du Sahel. Le ton était donné. La France, elle n'était plus l'alliée silencieuse. Elle était désormais dans la lumière, et elle allait devoir répondre de sa présence. Lorsque le nom de la France fut prononcé par le capitaine, ce ne fut pas une simple déclaration. C'était une ligne rouge franchie, une frontière invisible que, jusqu'ici, aucun dirigeant n'avait osé traverser aussi frontalement, aussi franchement. Car jusque-là, tous ceux qui avaient essayé de parler haut et fort avaient fini dans le silence, neutralisés, discrédités ou tout simplement oubliés. Mais Ibrahim Traoré n'était pas comme les autres. Il n'avait rien à perdre parce qu'il n'avait rien volé. Il n'avait rien promis parce qu'il n'avait rien à cacher. Il n'avait qu'une parole, celle d'un fils du peuple qui avait grandi dans la poussière rouge des campagnes, qui avait vu les larmes de sa mère, qui avait entendu les récits d'humiliation, qui avait trop longtemps contenu une colère que tant d'autres avaient étouffée. Alors il parla, et dans ses mots, il y avait le feu. Dans les couloirs de l'ambassade de France, on sentit très vite que quelque chose avait changé. Les réunions se faisaient non plus longues, plus tendues, les regards autrefois assurés se faisaient à la méfiant. Car Ibrahim Traoré ne lançait pas des slogans, il prenait des décisions, réelles, profondes, radicales. Il commença par mettre en cause les accords militaires entre le Burkina Faso et la France. Ces textes vieux de plusieurs décennies, signés à l'ombre des baïonnettes coloniales qui permettaient à des soldats étrangers de s'installer, de circuler, d'opérer sans jamais rendre de compte. Des textes qui transformaient un pays souverain en simple zone stratégique pour les intérêts d'un autre. Puis, il exigea des explications. Pourquoi les bases françaises n'intervenaient-elles pas lors des attaques ? Pourquoi, alors que les groupes armés avançaient dans le pays, ceux qui avaient les moyens technologiques, les satellites, les drones restaient assez figés, silencieux, inactifs ? Était-ce une simple incompétence ou un calcul froid ? La presse internationale, d'abord silencieuse, commença à s'agiter. Les titres devinrent plus durs, plus accusateurs. Le Burkina Faso s'isole, Traoré dérive, le régime burkinabé dans l'impasse. Des experts invités sur les plateaux télé répétaient inlassablement les mêmes phrases « Ce jeune capitaine est dangereux ». Mais pour qui ? Pour son peuple ou pour les intérêts qu'il venait de déranger ? La pression monta encore d'un cran lorsque des manifestations éclatèrent dans la capitale. Des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de Burkinabés dans les rues. Ils brûlaient des drapeaux tricolores, ils portèrent des pancartes « On ne veut plus de vous, Barkhane dehors, Traoré, notre fierté ». Ce n'était pas orchestré, c'était spontané,
populaire, authentique. Ce n'était plus une affaire entre deux gouvernements, c'était devenu une affaire de dignité nationale. Et au cœur de cette tempête, Ibrahim Traoré, calme, avançait. Il convoqua ses conseillers, ses ministres, ses officiers, il écouta chacun, il pesa chaque mot, car ce qu'il s'apprêtait à faire allait marquer l'histoire. Ce n'était pas un geste symbolique, c'était une cassure, un point de non-retour. Il rédigea une lettre, officielle, brève, froide, un texte clair, net, sans appel. Il demandait le départ immédiat des forces françaises du sol burkinabé. Il dénonçait les accords de défense, il réclamait la restitution des bases, il reprenait ce qui appartenait au Burkina Faso. Ce courrier fut envoyé, non pas dans le secret, mais sous les yeux du peuple, comme un acte de justice, comme un message au reste du monde. Nous n'avons pas peur. À Paris, l'écho fut brutal. Dans les couloirs de l'Élysée, on hésita entre l'indignation et l'inquiétude. Le Burkina Faso venait de faire ce qu'aucun autre pays n'avait osé faire depuis des décennies. Et le plus troublant, c'est que cette fois, il n'y avait pas d'homme seul derrière cette décision. Il y avait tout un peuple debout, mais les conséquences n'allaient pas tarder. Les médias français s'emballèrent. Des éditoriaux accusaient Traoré d'être manipulé. D'autres parlèrent d'une influence russe, d'un basculement vers l'axe du mal. Mais ce que personne ne disait, c'est que le peuple, lui, ne voulait plus vivre sous la peur, sous la dépendance, sous le joug déguisé d'une coopération imposée. Les jours passaient, et pendant ce temps, les hélicoptères français ne décollaient plus. Les soldats évitèrent les regards, la base militaire de Cambo Nsine devint silencieuse. Il ne restait qu'à partir, car pour la première fois, un pays d'Afrique de l'Ouest avait osé dire « Vous n'êtes plus les bienvenus ». Et c'était seulement le début, car en exigeant ce départ, Traoré n'avait pas simplement chassé une armée. Il avait ouvert une brèche dans le mur du silence, une brèche dans le système, une brèche dans l'empire. Et maintenant, tous attendirent la suite. Le monde retenait son souffle. Le Burkina Faso avait osé. Ibrahim Traoré avait signé. Mais le prix de ce courage restait encore inconnu. Les jours qui suivirent à l'expulsion des forces françaises ne furent ni paisibles ni glorieux. Ils furent tendus, étranges, comme suspendus dans un silence pesant. Le calme avant une tempête dont on ignorait encore la forme. Le courrier avait été envoyé. Les accords avaient été dénoncés. Les soldats français commençaient à plier bagages. Cambo Nsine se vidait lentement, comme une bête blessée qui regagne sa tanière. Les drapeaux tricolores étaient descendus. Les camions roulaient vers la frontière. Mais ce départ n'était pas une victoire ordinaire. C'était un acte de défi, une fracture dans l'ordre établi. Et cela, l'ordre établi ne le pardonne jamais. À Ouagadougou, certains pensaient que l'orage allait passer, qu'après les insultes diplomatiques, les tensions se relâcheraient. Mais le capitaine, lui, savait. Il savait que ce départ n'était que le début. Il savait que ce geste allait coûter cher, très cher. Et il avait raison, car dès la première semaine, les signaux apparurent. Subtils, discrets, mais bien réels. Des communiqués économiques parlèrent de suspension de certains accords, des aides humanitaires furent brutalement gelées. Des partenaires habituels annulèrent des réunions sans raison. Les promesses de financement furent retirées. Les grands bailleurs devenaient muets, les diplomates injoignables. Puis vinrent les premières attaques médiatiques. Les journaux français, suivis de plusieurs médias internationaux, commencèrent à construire un récit différent. Ibrahim Traoré devenait le jeune capitaine imprévisible, l'homme aux fréquentations douteuses, l'allié des ennemis de l'Occident. Il le présentait comme un danger, non pour l'Afrique, mais pour l'ordre mondial. Il ne s'agissait plus d'un chef d'État, mais d'un problème à résoudre. Dans les ambassades africaines à Paris, à Bruxelles, à Washington, on s'échangeait des notes secrètes. Des réunions furent convoquées dans des hôtels feutrés. Des hommes bien habillés, à la langue douce et au regard froid, parlèrent de solutions de sortie, de transition contrôlée, de retour à l'ordre. Ils ne disaient les pas renversés, mais ils le pensèrent très fort. Pendant ce temps, au Burkina Faso, le capitaine, lui, restait debout, calme, patient. Il ne répondait pas aux provocations, il ne lançait pas d'insultes. Il préparait, il consolidait, il unissait, il convoqua les anciens présidents encore en vie. Pas pour les juger, mais pour les écouter. Il rassembla les chefs coutumiers, les leaders religieux, les jeunes entrepreneurs. Il leur parla sans lire de discours. Il leur dit simplement « Ils vont essayer de nous briser, mais je ne céderai pas. Et je ne céderai que si vous me tournez le dos. » Et aucun d'eux ne le fit. Le soutien populaire grandissait. Ce n'était plus de la ferveur, c'était de la fidélité. Une confiance tissée par les actes. Car malgré la crise, le pays vivait. L'armée, bien que modeste, reprenait le terrain. Les jeunes s'enrôlaient, les volontaires civils se formaient. On voyait à nouveau des drapeaux flotter dans des zones jadis abandonnées. Le Nord, longtemps contrôlé par les groupes armés, recommençait à respirer. Et c'est là que les coups devinrent plus sournois. Des cyberattaques visèrent les serveurs de l'État. Des fausses informations circulèrent sur les réseaux sociaux parlant de divisions internes, de morts inventées, de trahisons,
Des rumeurs bien ciblées, fabriquées avec précision, lancées pour créer la panique, semer la confusion. L'objectif était clair, isoler Traoré de son peuple, affaiblir sa parole, briser la confiance. Mais cela ne marcha pas. Car cette fois, les Burkinabés avaient de vue. Ils avaient de compris. Le mensonge ne passait plus aussi facilement. Les rumeurs mouraient dès qu'elles naissaient, car le peuple avait pris l'habitude d'écouter son président directement. Et ce lien entre lui et eux ne pouvait plus être rompu par des récits importés. Alors les pressions prirent une autre forme, économique. Les partenaires occidentaux commencèrent à exclure le Burkina Faso de certaines négociations régionales. Des marchés furent fermés, des entreprises quittèrent le pays. Les sanctions, informelles mais efficaces, commencèrent à faire mal. Les prix montaient, les tensions sociales couvaient, le pari était simple. Créer une crise interne, un soulèvement populaire, un appel à la normalisation. Mais là encore, le peuple tint bon. Pourquoi ? Parce qu'il savait. Parce qu'il avait la mémoire, parce qu'il avait souffert pendant des années sous le silence. Et parce que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un osait. Quelqu'un disait ce qu'il pensait. Quelqu'un les regardait dans les yeux, non pas pour leur faire peur, mais pour leur dire la vérité. Et cette vérité, aussi dure soit-elle, était devenue leur bouclier. Mais le plus dangereux restait à venir. Car lorsque l'on ne parvient ni à affamer un peuple, ni à l'isoler, ni à le diviser, il ne reste plus qu'une chose à faire, frapper plus fort et plus bas. Le monde l'avait observé. La pression avait été immense. Les menaces, réelles, les pièges, nombreux, les ennemis, partout. On avait murmuré qu'il tomberait, on avait espéré qu'il fléchirait. Mais il tenait. Et chaque jour qui passait devenait un affront pour ceux qui attendaient son échec. La rumeur d'un coup d'État, lancé dans les coulisses de certaines ambassades, s'était propagée comme une traînée de poudre. Des hommes, en civil, furent vus rôdant autour des casernes. Des appels téléphoniques interceptés parlaient de « remettre de l'ordre ». Des anciens collaborateurs, achetés, tentèrent de semer le doute. Certains officiers furent approchés. Des valises furent promises, des silences achetés. Mais le capitaine Ibrahim Traoré n'était pas seul. Car cette fois, ce n'était pas une histoire d'un homme contre le monde. C'était l'histoire d'un peuple avec son capitaine. Un peuple qui veillait, un peuple qui se souvenait. Et dans chaque quartier, dans chaque camp militaire, dans chaque village, un mot tournait « protégeons-le ». Une nuit, l'alerte fut donnée, des mouvements suspects furent détectés près d'un poste stratégique. Certains dirent que c'était l'instant que beaucoup attendaient. Mais à l'aube, le capitaine réapparut, droit, solide, et il prit la parole. Encore une fois, il ne créa pas, il ne trembla pas. Il regarda la caméra et dit « Je n'ai jamais promis la richesse, je n'ai jamais promis l'abondance, mais j'ai promis de vous regarder en face, de ne pas vous mentir, de ne pas trahir. Si cela dérange ceux qui nous ont toujours utilisés, alors qu'ils viennent. Nous les attendons, non pas avec la haine, mais avec la foi. » Ces mots firent l'effet d'un bouclier, l'effet d'un cri. Dans les rues, des hommes sortirent avec des drapeaux. Des jeunes montèrent la garde autour des institutions. Les artistes chantèrent, les anciens prièrent, et dans un silence sacré, le peuple fit bloc. Ce jour-là, il ne se passa rien. Aucun coup d'État, aucun chaos, seulement un message clair. Le peuple avait choisi. Et le monde le comprit. Les médias se turent, les menaces cessèrent, et lentement, quelque chose changea. Des pays voisins commencèrent à tendre la main. Le Mali, déjà allié, renforça sa coopération. Le Niger, défiant lui aussi la CEDEAO, coordonna ses efforts. L'AES prit forme, non pas comme une alliance militaire seulement, mais comme une alternative politique, une vision nouvelle. Le Burkina Faso commença à signer de nouveaux accords, avec la Russie, avec la Turquie, avec la Chine, mais surtout avec lui-même. Car la vraie révolution n'était pas de changer de partenaire, c'était de devenir maître de ses décisions. Ibrahim Traoré poursuivit son chemin. Il réforma l'école militaire, il réorganisa la distribution des terres, il lança un programme d'indépendance énergétique. Il investit dans la formation des jeunes. Il ne fit pas de miracle, mais il resta fidèle. Et cette fidélité et ce sens de l'honneur fit de lui bien plus qu'un chef d'État. Il devint un symbole, un repère, un souvenir vivant que l'Afrique n'avait pas oublié comment se tenir debout. Des années plus tard, quand on racontera cette histoire aux enfants, on ne parlera pas que de l'expulsion d'une armée. On parlera du jour où un homme a dit non, et du jour où tout un peuple l'a suivi. On parlera du capitaine, de l'homme qui n'a pas fléchi, de l'homme qui n'a pas vendu, de l'homme qui, dans le tumulte, a tenu sa parole. Et par cette seule parole, il a offert à son peuple la plus belle des victoires.